Bonjour Benjamin Lemoine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ActuEco. Je propose pour commencer que vous vous présentiez. Bonjour, c'est un plaisir. Je suis Benjamin Lemoine, je suis chercheur au CNRS, au Centre Maurice Alvax, à l'École normale supérieure de Paris. Et ça fait quelques années que je travaille sur les sujets de finances publiques à travers un angle sociologique. Justement, dans vos travaux de recherche, vous parlez beaucoup de la dette publique et de comment c'est devenu un objet de peur publique. Est-ce que présenter la dette publique et la transformer en objet de peur, c'est légitime et fondé ? Non, selon moi, je pense pas que ce soit légitime. Et puis, ça a une caractéristique surtout que ça produit de la désinformation. C'est-à-dire que tout ce battage autour de la dette, organisé autour du sensationnalisme, de la dramaturgie, des chiffres effrayants, ont plutôt comme effet, et ça je le constate à travers des conférences que je donne, de désintéresser en réalité et de produire un effet d'abattement qui produit un désintérêt pour ce phénomène. On cherche pas à aller plus loin et ça produit un effet effectivement de peur et un effet repoussoir sur ces questions-là. Alors, pourquoi ? Je pense qu'on peut repartir, par exemple, de Pierre Bourdieu qui nous disait sur la télévision qu'il y a tout un tas de dispositifs qui cachent en montrant plein de choses. Je pense que c'est équivalent pour la dette publique, c'est-à-dire qu'à force de parler de ces chiffres abstraits, en valeur absolue, des milliards d'euros, 50 000 euros par Français, etc., en fait, on produit de la désinformation et on tend à écarter la signification sociale du sujet. Il faut repartir de la dette comme un rapport social qui met aux prises des prêteurs et des débiteurs. Et dans le cas de la dette publique, c'est très simple. On a toute une classe sociale qui est épargnante et qui, pour cela, bénéficie d'un support d'accumulation de cette épargne. Et qu'est-ce qu'elle trouve pour ce support d'accumulation de cette épargne ? Elle trouve la dette publique. L'État met au service d'une classe possédante un support d'accumulation des richesses, puisqu'on peut prêter à l'État et bénéficier d'une sécurité de placement à court, moyen et long terme, et en plus bénéficier de taux d'intérêt qui permettent de faire fructifier cette épargne. Et donc, dès qu'on décrypte la dette en ces termes-là, en termes de possédants et de non-possédants, on a tout de suite une grille de lecture qui s'active beaucoup plus politique et beaucoup plus intéressante, je pense, pour la population française, où on peut voir la dette en termes de gagnants et de perdants, en termes d'enrichissement et d'appauvrissement. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque ça permet de comprendre dans quelle mesure il y a des enjeux de distribution fondamentaux qui passent par la dette publique. Et un des éléments qu'il faut casser immédiatement, c'est celui, par exemple, de générations futures. C'est-à-dire que toutes les générations futures seraient endettées à la même hauteur. En réalité, au sein d'une tranche d'âge, il y a des inégalités de classe fondamentales. Aujourd'hui, tous les débats autour de l'héritage, de donation, de la transmission de capital, ils révèlent qu'en fait, il y a toute une partie de la population, des jeunes aujourd'hui, qui deviendront vieux plus tard, qui vont pas hériter d'un fardeau de la dette, mais qui vont hériter d'un actif financier qui sera transmis par leurs parents, et donc qui vont continuer à prospérer. Et entre-temps, ce patrimoine, il leur a été transmis notamment via la dette publique. Il y a très longtemps, on avait une dette publique qui s'incarnait matériellement. On avait un bon du trésor qui était sous forme physique, sous forme papier, et qui était même caché sous les matelas, en quelque sorte, qui était une épargne accumulée. Et puis donc, on transmettait ce bon du trésor à ses descendants. Et bien aujourd'hui, il faut toujours garder en tête cela, que la dette publique, c'est une rente privée qui est accumulée par une partie de la population à hauteur de l'épargne dont elle bénéficie, de l'épargne qu'elle accumule, et qui est transmis comme un actif, comme un petit trésor privé. Et en face, par contre, on a, au nom de la dette, au nom de la réduction de la dette publique, au nom de la sécurité et de la garantie de remboursement de cette dette publique, donc de la soutenabilité des finances publiques, on a toute une partie de la dépense sociale, toute une partie de l'État social, de l'État-providence, qui est sacrifiée sur l'autel de cette sécurité assurée à l'accumulation privée via la dette publique. Et comment, selon vous, on est passé de présenter la dette publique comme un objet politique à celui d'un objet neutre, sur lequel on ne peut pas débattre parce que la dette, c'est un fait et personne ne peut rien dire dessus ? Il faut revenir, je pense, dans l'histoire des années 80, à un moment où la France, et notamment de nombreux États dans le monde, vont se financiariser. C'est-à-dire, vont épouser de façon massive des dispositifs qui étaient réservés à la finance privée, vont l'épouser publiquement. Et ce changement, il est marqué dans le cas de la France, puisque on va avoir des gouvernements de gauche comme de droite qui vont considérer que l'intérêt stratégique de l'État, c'est de développer un grand marché financier. Et à partir de ce moment
moment-là, on va avoir une décorrélation très forte entre ce qui va être débattu dans l'espace public en termes de finances publiques, et globalement, ça ne va être que de débattre de la baisse des dépenses publiques, et ce qui ne sera plus débattu, c'est-à-dire ce choix de la financiarisation et le choix de cette technologie, et notamment de l'exportation de la dette publique française à l'étranger. Et on a tout un tas de hauts fonctionnaires à l'époque, de gauche comme de droite, de sensibilité de gauche comme de sensibilité de droite, qui vous expliquent que la dette, socialiste ou non, on va l'exporter et elle va s'acheter à l'international. On va la vendre à des fonds de pension japonais, états-uniens, néo-zélandais. Bref, on a une attractivité de la dette qu'on va construire délibérément comme un objectif de politique publique. Et il y a un exemple très fort que je retrouve dans les archives en 1987. On est à un moment où s'annonce une élection présidentielle. Donc une élection présidentielle, c'est par essence le moment délibératif, le moment où la société doit choisir un ensemble de futurs possibles. Et ce qu'on constate, j'étudie la vente de la dette sur la place financière new-yorkaise, la vente de la dette française, et une des banques va annoncer au parterre d'investisseurs qui est réuni, qui souhaitent choisir la France, qui souhaitent investir dans la France, on va leur expliquer que quel que soit le sort de l'élection présidentielle, que ce soit le président Mitterrand qui sera réélu ou non, ça ne changera rien au marché de la dette. Ça ne changera rien au marché obligataire. Pourquoi ? Parce qu'on a un alignement de la classe politique en termes de financiarisation de la dette et de préservation de ce compartiment de marché. Et ça, c'est un moment fondateur de technicisation de la dette. En somme, il y a tout un tas d'options politiques qui vont être à l'écart du débat démocratique, qui ne seront plus débattus, et c'est notamment ce choix de la financiarisation, le fait qu'on ne fera plus d'inflation, le fait qu'on va aller vers la compétitivité du coût du travail, vers des politiques de l'offre, tout cela, ce ne sera plus débattu, et ce sera concentré dans ce compartiment de marché, et puis de l'autre, ce qu'on réservera au débat public, et ce qu'on lui réservera, ce sera ces compteurs de la dette, ces chiffres abstraits, et l'idée qu'on ne peut agir plus que sur un seul levier, celui de la baisse de la dépense publique et des ajustements sur l'État social. Mais ce mouvement de mettre à l'écart la dette publique de tout débat, de la rendre apolitique, est-ce que ça éloigne pas aussi les citoyens du débat sur les dépenses publiques de leur propre pays ? Alors, on débat quand même de la dette publique, mais on en débat d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on n'en parle que du volet budgétaire. Et tout ce qu'on écarte, c'est le volet financier et monétaire qui sont réservés à ce comportement de marché. Et si ma thèse, c'est effectivement que en voulant faire de la pédagogie rudimentaire, en tenant le français par la main, qui est une façon en fait de lui expliquer qu'une seule partie de la réalité. Effectivement, on ampute le débat démocratique et on appauvrit cognitivement la façon dont les Français doivent appréhender l'économie. Et c'est très frappant dans les débats récents, c'est-à-dire que on a eu une réactivation un peu d'une partie du débat qui était la baisse des recettes fiscales. Tous les économistes s'accordent pour considérer que l'augmentation récente de la dette publique, la façon dont on a creusé les déficits publics depuis au moins une dizaine d'années, donc il ne s'agit pas d'accabler un gouvernement en particulier, mais on a un alignement sur les politiques de l'offre, ça consiste à baisser la recette fiscale et à baisser les impôts au nom de la relance de l'activité économique et de l'emploi. En réalité, on voit l'échec de ces politiques-là, mais par contre, l'effet réel de ces politiques, c'est d'avoir maintenu des déficits publics très importants, avec l'idée que on ne doit débattre que de la baisse de la dépense publique. En réalité, cette dépense publique, elle est plutôt stable, et ce qui a profondément baissé, c'est l'appauvrissement des recettes de l'État. Et ça, c'est un choix délibéré. On peut le remonter à Ronald Reagan dans les années 80, qui considérait qu'on pouvait comparer l'État social à un enfant dispendieux dont il faudrait taper au portefeuille. Et taper au portefeuille, c'est-à-dire lui supprimer son argent de poche. C'est ça la métaphore de Ronald Reagan, et ça a été théorisé comme la politique des caisses vides. La politique des caisses vides, donc ça a été théorisé, ça a été même pensé par les libéraux comme un moyen de mettre la pression sur la dépense publique. En réalité, entre les années 50 et 70, on avait une tendance à l'augmentation de la courbe de la dépense publique. Et il y avait une frayeur dans les classes dirigeantes de dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter, ces demandes sociales qui se traduisent aussi par un renforcement du pouvoir des syndicats, par le plein emploi. Et en réalité, les finances publiques, et notamment le budget de l'État, a été un moyen central de la lutte des classes. Et c'est passé par des politiques délibérées
d'assèchement de la ressource fiscale pour imposer et instiller l'idée qu'il n'y avait pas d'autre choix que de diminuer cette dépense publique. Et donc, tout cela se passe aux confins des années 80. Effectivement, Reagan est en tête de pont de cette idée, mais ça va se traduire en France par des politiques favorables au capital qui visent précisément à baisser la ressource fiscale et à imposer l'idée que le seul choix, le seul levier d'action possible, c'est de diminuer la dépense et les services publics avec un ajustement à la voilure dont on voit qu'on atteint les limites en réalité et qui d'ailleurs ne suit jamais en proportion, qui n'équilibre jamais en proportion par rapport à ce qu'on a baissé en termes de fiscalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des mouvements de résistance du corps social, il y a des oppositions à cette baisse des services publics, puisque les citoyens réalisent les effets concrets de cette baisse des dépenses publiques. Et il y a un signal très fort ces derniers temps, et c'était mon point de départ, c'est que on a réhabilité dans le débat public le fait qu'il y a une injustice fiscale très forte. Et ça s'est traduit notamment par le débat autour de la taxe Zuckman. Et on a vu la levée de bouclier hallucinante vis-à-vis de la taxe Zuckman, de considérer que c'était déjà beaucoup trop fort, alors que pour les économistes et ses promoteurs, c'était le service minimal. C'était le moyen de réintégrer, de rééquilibrer sociologiquement la contribution de toutes et tous au contrat social, au contrat républicain des finances publiques. Et donc cette opposition très forte, elle est un peu inquiétante puisqu'elle montre que lorsqu'on commence à réactiver cette controverse ou ce débat sur la dépense fiscale, en réalité c'est impossible. Le seul débat entendable pour nos gouvernants et pour les médias mainstream, c'est simplement d'agir pour réduire la dette en baissant ses services publics et sociaux. Mais justement, très concrètement, pour un Français moyen, pour un citoyen moyen, la dette publique française augmente. Qu'est-ce que ça change pour lui dans son quotidien ? Pas grand-chose, c'est-à-dire que concrètement, ça change même strictement rien. C'est-à-dire que l'effet concret, ce serait une crise, un choc de taux. C'est-à-dire, aujourd'hui, la dette de la France, elle est roulée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'agence France Trésor au ministère des Finances, plusieurs fois par mois, elle fait appel au marché financier pour payer les anciens emprunts par de nouveaux emprunts. C'est ça le mécanisme de roulement de la dette. Donc concrètement, tant que cette confiance des marchés de capitaux est garantie, tant qu'on trouve prêteur, il n'y a aucun effet direct. Un choc de taux, c'est-à-dire un moment où les taux d'intérêt deviennent si élevés, la confiance devient si faible que l'État français ne trouve plus preneur pour placer sa dette publique, là, ça se traduit par des ajustements frontaux et radicaux. C'est des situations qu'on a connues, par exemple, dans le cas de la Grèce, où il était plus possible de faire appel au marché de capitaux parce que les taux d'intérêt étaient trop élevés. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu recours à un créancier public qui est intervenu, et notamment, c'est ce qu'on a connu sous l'appellation de la Troïka, c'est-à-dire la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international, qui sont intervenus pour injecter des capitaux, mais en fait, cette injection de capitaux, elle a surtout bénéficié aux banques privées qui étaient prêteuses et qui étaient très exposées à la Grèce, et notamment les banques allemandes et françaises. Et donc, ce sauvetage de la Grèce, il a en réalité consisté à stabiliser le marché de la dette et à faire en sorte que les bilans de ces banques s'améliorent, et qui étaient très dégradés à travers la dégradation de la dette souveraine grecque, puisque ces banques étaient en première ligne de la détention de la dette souveraine. Et là, on a eu des effets massifs. Pourquoi ? Parce que l'intervention de ce créancier public, il a été conditionné. On a conditionné le sauvetage de la Grèce à tout un tas d'ajustements radicaux. Et ça a été la fermeture d'une radio publique, le fait que des retraités n'ont pas eu leur pension de retraite, des ajustements massifs sur les services publics et sur les salaires. Et donc là, la population, elle ressent très directement les effets d'une dette publique insoutenable parce que l'intervention du créancier public a été conditionnée à des plans d'ajustement. C'est des choses qu'ont connues les pays dits en voie de développement, les pays du Sud global, sous l'effet des plans d'austérité du Fonds monétaire international. À chaque fois, les plans de sauvetage, ils sont conditionnés à une revisite du contrat social radical. Donc ça, c'est directement ressenti par la population. Effectivement, pour répondre à ta question, tant qu'on n'a pas cette crise de taux d'intérêt, il n'y a aucun effet, c'est indolore pour la population. Mais on doit comprendre cela, en fait, et c'était un peu mon point de départ, c'est que ces politiques catastrophistes sur la dette, ce haro sur la dette publique, ils visent à garantir
qu'on évite ce choc de taux et qu'on évite aussi des mouvements de résistance populaire vis-à-vis de ces politiques austéritaires. En fait, on cherche à anticiper une subversion de la population, puisque qu'est-ce que craint aussi la finance? Elle craint une rébellion de la population et qui conduise à une situation insoutenable. C'est-à-dire que lorsque on a des mouvements de retraite très importants, on a une exigence du corps social, ça vient peser sur le budget de l'État et ça vient concurrencer le remboursement de la charge d'intérêt vis-à-vis de la classe rentière. Et donc, on a une concurrence des dépenses, en quelque sorte, entre la dépense assurée pour la charge de la dette et ce qu'exige le corps social. Et donc, il y a des moments de crise, des moments où il devient insoutenable de concilier ces deux formes d'intérêt. Et c'est ça que craint la classe capitaliste. Elle craint ce moment où une crise amène à revisiter le contrat financier, où le corps social cherche à contester les engagements financiers. Et en somme, toutes les crises de la dette souveraine, c'est une concurrence entre ces deux formes de public, le public social large, la population dans sa grande partie, et le public qui bénéficie de la dette comme une rente, comme un placement financier, et qui se voit remis en question dans des moments où les deux objectifs sont inconciliables, où les contradictions du capitalisme arrivent à un point où ça craque, où on est obligé de faire un arbitrage et un ajustement entre les deux. Parce que là, actuellement, il y a aussi le vote du budget à l'Assemblée nationale, ce qui fait écho à ce que vous disiez sur la manière dont est présentée la dette publique. Toujours dans le discours dominant, la dette publique, elle est encore présentée comme un objet qui fait peur. Comment on peut interpréter ça aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que la classe politique actuelle, elle défend les intérêts de cette classe dominante, de cette classe rentière qui bénéficie de la réduction et de la stabilisation de la dette? Je pense qu'on peut absolument faire ce lien, effectivement. Il suffit de regarder les choix budgétaires qui sont faits sur les 25 ou 40 dernières années. Je caractérise ça, comme beaucoup d'autres économistes, comme des politiques de l'offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère que l'économie nationale, elle sera sauvée à force de baisser les charges de l'entreprise, de baisser ce qu'on appelle les charges sociales, les cotisations patronales, tout ce qui finance l'État social. C'est ça qui doit garantir la compétitivité de l'économie. On voit que ces politiques sont en échec et effectivement, ces politiques, elles se traduisent par l'enrichissement d'une catégorie sociale en particulier, des plus riches. C'est démontré très récemment par le World Inequality Lab, dirigé notamment par Thomas Piketty, mais on voit qu'il y a que ces politiques-là, elles se traduisent par une très forte concentration du capital et par un enrichissement d'une partie de la population au détriment du reste de la société. Pour aller voir, en fait, pour le dire très concrètement, il y a tout un débat sur qui détient la dette. En réalité, ce débat, il semble très compliqué. On a deux agrégats qui sont, je dirais, très peu informatifs sur le plan sociologique, qui sont la différence entre les résidents et les non-résidents. Mais en réalité, en bout de chaîne de la détention de la dette, qu'est-ce qu'on a? On a l'épargne, en fait. Pourquoi? Puisque, je le disais tout à l'heure, l'épargne, y compris l'épargne des petits, l'épargne populaire, elle est placée en dette publique. À travers quoi? À travers le livret A, à travers le livret développement durable, à travers dans les pays qui sont en retraite par capitalisation, on a des fonds de pension qui viennent se placer en dette publique. Mais cette épargne, on peut en faire par contre une analyse sociologique. On peut voir à quel point elle est distribuée très inégalement dans la société. Si on regarde les 20% de la population les plus aisés, leur taux d'épargne, il est de l'ordre de 30%. Et on sait qu'au sein de ces 20%, on peut très largement décomposer. Il y a des très fortes disparités entre les 20% les plus riches et les 10%. Et puis, toute l'équipe autour de Thomas Piketty, elle nous montre que même le 0,1%, c'est il cache de très profondes disparités et qu'il faudrait aller regarder vers le 0,01% pour voir une augmentation assez hallucinante du patrimoine de ces catégories sociales. Et du côté des 20% les plus pauvres de la population, le taux d'épargne, il est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui est absolument pas détentrice de titres de la dette indirectement via son épargne. Pourquoi? Parce que cette partie de la population, elle n'a pas assez de ressources pour couvrir ses dépenses quotidiennes. Elle est concrètement en situation de surendettement. Elle est elle-même endettée en termes privés auprès des banques, auprès des acteurs financiers. Donc ça nous montre que tout le monde n'est pas inclus dans cette catégorie de détenteurs de dette publique. Et effectivement, les choix de finances publiques qui consistent à baisser la contrainte fiscale sur les classes aisées, elle les enrichit et elle fait d'eux
des accumulateurs de titres financiers d'autant plus importants et donc des détenteurs de dettes d'autant plus importants. Et donc oui, il y a une continuité très forte entre ces politiques de l'offre sur le plan fiscal qui sont censées ruisseler ensuite sur l'ensemble de l'économie du corps social et des politiques d'ordre de la dette, de maintien de la discipline, d'imposer au corps social l'idée qu'il y a une seule solution pour résoudre le problème de la dette, c'est de baisser la dépense publique et les services publics. Vous parlez donc d'une classe rentière. Est-ce que ça sous-entend qu'il y a une réelle conscience politique de ces personnes détentrices de la dette? Est-ce que c'est une classe politique à part entière? Il y a ce débat, il a été posé de manière très intéressante aux États-Unis au 19e siècle notamment. Il y avait une étude qui était faite d'une cartographie sociale des détenteurs de la dette publique. Et ce qui était très intéressant, c'était effectivement de constater que il y avait une forme d'homogénéité politique aussi et idéologique de ces détenteurs de patrimoine. Et donc c'est un travail qui est fait et qui montrait à l'époque déjà l'existence de 1% de la population qui concentrait plus de la moitié de la détention de la dette publique. Ça a été réactualisé, cette étude, au milieu des années 2010, et on montrait aussi qu'il y avait une actualité très forte de ce 1% des richesses qui détenaient en grande partie la dette publique américaine détenue par les privés, détenue par les particuliers. Et un sociologue avait notamment étudié la façon dont, à travers un sondage qui porte sur les élites aux États-Unis, il montrait qu'on avait, au sein de ces classes sociales, qui étaient notamment possédantes, on trouvait une lecture du jeu politique, une lecture de ce qui convenait de faire dans l'économie, de ce qui convenait de faire pour l'inflation, ce qui convenait de faire pour le chômage, ce qui convenait de faire pour les finances publiques, très homogène. Alors que dans le reste du corps social, on a une très forte hétérogénéité. Et on montrait d'ailleurs dans cette étude que ce corps social, il est très influent. Il a non seulement, il vote de manière alignée, donc il vote de manière homogène, et par ailleurs il a des capacités à influencer le jeu politique. Il y a des études très intéressantes aujourd'hui qui montrent comment, à travers les dons au financement des partis politiques, le don aux partis politiques, on a une très forte activation politique d'une partie de la population dont les intérêts effectivement sont coalisés. Et oui, il y a une forme de conscience de classe. En tout cas, il y a dans les manières de se représenter la vie politique, effectivement, il y a une très forte convergence et homogénéité de cette classe-là. Donc là, on voit très clairement qu'il y a une classe qui gagne à ce que la dette soit réduite, ou en tout cas maîtrisée. Mais est-ce que ça veut dire que quand la dette augmente, c'est les classes populaires qui en bénéficient? Est-ce qu'il y a un lien entre augmentation de la dette publique et meilleures conditions de vie des classes populaires précaires? Ça c'est une très bonne question parce que en fait, ça nous invite à voir que la technologie de la dette, elle n'est pas neutre. La thèse des pouvoirs publics, c'est ça, c'est de dire on peut aller sur les marchés financiers pour financer une politique de gauche comme de droite. Or, en réalité, cette mécanique de marché, elle n'a cessé de fonctionner, elle n'a cessé de rouler, pour reprendre l'expression d'économistes d'ailleurs hétérodoxes, c'est-à-dire que on dédramatise le problème de la dette en disant mais regardez, en fait, on trouve toujours preneur, parce qu'elle n'a pas connu de contrefactuel en réalité. Il n'y a pas eu, en tout cas dans le cas de la France, de réel tentative de mener une politique alternative, de mener une politique qui romprait avec ces politiques de l'offre, ces politiques de baisse de la ressource fiscale et qui considère que le seul moyen de résoudre le problème de la dette, c'est toujours d'agir sur les services publics. La question de ce contrefactuel, elle pourrait potentiellement venir heurter cette mécanique du roulement de la dette. Et donc, pour en revenir au point initial et à la question, effectivement, on voit que ce qui fait que la dette est roulée, c'est parce que on choisit des politiques plutôt défavorables, alors de manière très incrémentale, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ajustement brutal, mais on a néanmoins, sur les retraites, sur la loi travail, etc. On a un alignement des différents gouvernements depuis une vingtaine d'années et qui effectivement ne bénéficie pas à l'ensemble de la population. Mais en soi, on pourrait très bien imaginer qu'on emprunte pour servir une relance sociale, des politiques de transition écologique. On pourrait imaginer que la dette publique vient financer de l'investissement public. Mais c'est pas le cas empiriquement dans les 20 ou 30 dernières années. Au contraire, on a un alignement entre des politiques de l'offre, des politiques d'enrichissement d'une certaine classe rentière et un appauvrissement de l'État social. Et donc, je demande à voir en fait, que se passera-t-il? Et
on en a eu un aperçu en fait. On en a un aperçu quand? Au moment de l'élection du nouveau Front populaire. C'est-à-dire il y a maintenant un an, qui s'est pas suivi au niveau du gouvernement, puisqu'on n'a pas le nouveau Front populaire a pas eu l'occasion de gouverner, mais ça s'était traduit par des frémissements sur les marchés financiers, avec une forte incertitude et notamment des frémissements qui avaient inquiété jusqu'à la Banque centrale européenne, avec la question de dire est-ce que la Banque centrale européenne interviendra s'il y a une panique sur les taux d'intérêt à la suite de l'élection d'un gouvernement qui prendrait le pouvoir, qu'un gouvernement d'opposition à l'austérité prendrait le pouvoir, est-ce que la Banque centrale européenne viendrait apaiser les marchés de capitaux comme elle avait fait pendant la pandémie? Et ce qui s'était dégagé, c'était l'idée que la Banque centrale européenne viendrait peut-être stabiliser les marchés de la dette, à condition que le gouvernement, quel qu'il soit, et là c'était sous-entendu un gouvernement d'opposition, d'austérité, rentre dans le rang et réépouse ces politiques de ce sentier de politique économique qui convient à cette classe prêteuse, à ces investisseurs sur les marchés financiers. Il y a un argument qui est souvent rappelé aussi pour mettre à bas cette logique, par exemple, qui est portée par des gouvernements de rupture, qui est que la France peut faire ce qu'elle veut, parce qu'il y a des agences de notation qui vont noter la crédibilité de la France sur les marchés d'emprunt, sur les marchés financiers, qui peuvent dégrader l'image de la France et donc l'impacter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'il y a des acteurs indépendants qui ne sont pas français, qui peuvent avoir un impact sur la manière dont la France est perçue sur les marchés financiers et donc, in fine, impacter la vie des citoyens français? Les agences de notation, il faut revenir à leur fonction essentielle. Elles ne sont pas indépendantes du capitalisme financier. Leur fonction initiale, c'est de servir les investisseurs. Il suffit de revenir par exemple au terme de Moody's. L'appellation intégrale de Moody's, c'est Moody's Investor Service, au service des investisseurs. Pourquoi? Puisque historiquement, les agences de notation, c'est simplement un manuel d'informations sur les entités dans lesquelles il est intéressant, opportun et sûr, sécurisé d'investir. Et donc, c'est simplement un score attribué à des entités emprunteuses qui vient produire de l'information au service de l'investisseur, donc du capital financier qui souhaite se placer et qui souhaite prospérer. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces agences de notation, après la Seconde Guerre mondiale, le business s'était complètement affaissé. Et d'ailleurs, il était très peu développé. Le business des notations souveraines, il a réémergé dans les années 70 et 80 à mesure que les économies du monde entier se financiarisaient et avaient recours à ce service des agences de notation. Pourquoi? Parce que il devenait très important de fournir ses preuves, de faire ses preuves auprès de la population prêteuse. Et ça s'est réimposé dans le cas de la France, sachant que la France persiste à ne pas solliciter cette note. Il y a des États dans le monde qui sollicitent cette note. Pourquoi? Elles ont besoin d'avoir une image de marque financière et de prouver qu'elles ont une bonne réputation, et dès lors, elles recrutent ces agences de notation, elles les payent pour être notées. La France continue de ne pas payer ces agences de notation, c'est plutôt les agences de notation qui ont besoin d'évaluer la France parce que c'est un émetteur central de la zone euro et qui permet de décliner une pyramide du risque en quelque sorte. En haut de la pyramide, c'est les États-Unis en réel, et on décline depuis cette valeur refuge, le bon du trésor des États-Unis, depuis cet actif sans risque qui est en haut de la pyramide, on va décliner le reste des États souverains, mais la France, les agences de notation ont besoin de la positionner. Et donc, le jour où la confiance des investisseurs ne sera plus au rendez-vous, peut-être que la France devra solliciter ces agences de notation, mais c'est pas le cas. Et par ailleurs, il faut regarder l'indicateur de notation. Le risque souverain, il inclut quoi? Il inclut des paramètres économiques, standards, le ratio de dette rapporté à la croissance, le déficit public, le taux de croissance, l'inflation, mais il inclut aussi des paramètres qui sont plus de l'ordre du socio-politique. Par exemple, on va regarder l'indice de stabilité sociale. Est-ce que le corps social consent aux mesures d'ajustement exigées par la classe politique? Est-ce qu'il consent à l'austérité? Est-ce qu'il consent à la réforme des retraites? On va regarder le taux de syndicalisation. Donc on a un indice de subversion sociale qui est intégré à la dette publique. Pourquoi? Puisque c'est ce que je disais, le risque de défaut souverain
le moment où on va atteindre D, c'est-à-dire la pire note des agences de notation qui commence avec AAA et qui finit par D, c'est ce moment où on va contester cet ordre politique de l'investisseur, où le corps social va se rebeller contre ces injonctions austéritaires, va se rebeller contre cet impératif de remboursement de la dette à tout prix via la baisse des dépenses publiques et l'ajustement sur le corps social, et va donc concurrencer cette autre dépense du budget qui est celle de la charge d'intérêt payée à échéance régulière à cette classe d'investisseurs. Donc c'est aussi ça que mesurent les agences de notation. Elles mesurent du social, elles mesurent le consentement de la société à cet ordre de la dette. Il y a aussi un autre enjeu, vous en parliez tout à l'heure, les futurs possibles qu'un État va vendre, va poursuivre en vendant, en émettant de la dette sur le marché financier. Qu'est-ce que ça veut dire, les futurs possibles? C'est-à-dire qu'un État peut choisir dans quelle direction il va amener le pays et ses citoyens en fonction de comment il va émettre de la dette sur les marchés financiers? Il faut revenir à nouveau, en termes de classe sociale, par exemple, à la phrase de Marx qui, au XIXe siècle, il décrivait le pouvoir de la bourgeoisie sur la monarchie qui, à travers le prêt ou non au régime monarchique, étranglait celle-ci avec le garrot d'or de la dette publique. En gros, la dette, c'était un moyen de contrôle, un moyen de pouvoir. Alors aujourd'hui, cette classe rentière, elle est diffuse, elle s'incarne plutôt dans les entités de marché financier, et pour voir des moments d'incarnation de ce pouvoir, on doit aller, et il faut aller, du côté des instances où on vend la dette publique, au moment où l'État, les États, et notamment l'État français, va faire la promotion de ces titres pour obtenir le consentement à lui prêter de cette classe de détenteurs d'actifs, de cette classe d'investisseurs. Et donc, on peut regarder ces moments où, dans le packaging de vente de la dette, par les hauts fonctionnaires du Trésor, vont se retrouver mélangées des données macroéconomiques, des données financières, mais aussi des promesses effectivement sur les futurs possibles, et notamment le fait qu'on va faire une réforme des retraites, qu'on va remettre à l'équilibre les régimes de sécurité sociale, non pas en augmentant la cotisation patronale, mais par exemple en faisant des ajustements en termes de sécurité sociale et de dépenses sociales, en termes hospitaliers, en termes par exemple de baisse des effectifs dans l'éducation nationale. Tous ces plans d'ajustement budgétaire, effectivement, ils sont présentés aux investisseurs, et on leur vend aussi, par exemple, le fait que un taux de chômage élevé, eh bien, c'est la garantie de la compétitivité dans l'économie, puisque les salariés sont en compétition, ils acceptent des offres d'emploi moins élevées, parce que si eux l'acceptent pas, eh bien d'autres accepteront. Les salariés sont en compétition. Bref, on vend en fait effectivement des manières d'organiser la société française. Et donc, il y a un mélange au moment où on vend la dette de caractéristiques éminemment techniques et de caractéristiques éminemment politiques. Donc oui, c'est cette combinaison qu'on vend aux investisseurs et que eux viennent acheter. Il y avait un moment très intéressant que j'avais pu étudier au moment des gilets jaunes, par exemple. Ce qui va être vendu aux investisseurs, c'est non seulement ces promesses économiques et politiques, mais c'est aussi l'ordre public. J'étais très surpris, mais un banquier m'expliquait que les gilets jaunes, moi je pouvais considérer que c'était quelque chose où les investisseurs pouvaient prendre peur, puisqu'il y avait le désordre en France, des voitures brûlées, des manifestations dans la rue. Il me disait, mais non, pas du tout. Les gilets jaunes, ça a été perçu très positivement. Pourquoi? Parce que ce que constataient les investisseurs, c'est qu'on faisait des réformes douloureuses à accepter par le corps social, mais que le gouvernement ne reculait pas et qu'au contraire, il allait réprimer ces mouvements sociaux et ne pas céder face à l'adversité sociale. Et ça, c'était en quelque sorte très rassurant, puisque ça montrait que l'impératif financier dominait sur les exigences du corps social et que le pouvoir ne lâcherait pas et était prêt à déployer la force publique pour calmer ce corps social et l'inhiber dans de futures révolutions. Et donc, en somme, on défendait l'actif financier, l'actif sans risque, qui est ce placement de dette publique, à travers la mobilisation de la répression policière. Et donc là, on avait une manière de sécuriser le capital à travers cet appareil répressif qui était au contraire très rassurant pour les marchés financiers. Donc ça, c'était un indice très fort du fait qu'effectivement, avec la dette, on a des choix de société qui sont perpétués et qui sont garantis et consolidés. Il y a quand même un moment où l'État, le gouvernement, a cédé face à la demande d'augmentation de la dette publique, c'est pendant le Covid. De toutes parts, de tous les partis politiques, de toutes les bases citoyennes, tout le monde demandait une augmentation de la dette publique avec le quoi qu'il en coûte pour financer les moyens de subsistance de la population. Comment ce qui était demandé de toutes parts en 2020 est aujourd'hui pensé comme impossible. C'est-à-dire que la dette, on ne peut pas l'augmenter pour financer des projets, car c'est un objet apolitique, neutre et mathématique. Comment on est passé du tout au tout?
Le moment de la pandémie est effectivement très intéressant, hein. D'ailleurs, il a été construit très rapidement comme une parenthèse. C'est-à-dire qu'il y avait aussi l'idée, certes, c'est un moment de renversement des possibles, c'est un moment où l'économie est à l'arrêt, que tout ce qui semblait très productif est en fait totalement inutile, où les services hospitaliers, les services du care, du soin à la personne, qui étaient considérés comme accessoires et comme pouvant souffrir un ajustement permanent, ont été au contraire mis au sommet de l'agenda politique. Effectivement, du coup, on a eu une vie politique en suspens et un besoin absolu de dépenses publiques pour soutenir ce système économique. Le rôle de l'État est apparu aux yeux de tous de manière très flagrante. Il y a d'autres moments où c'est le cas. Les moments de crise financière privée, la crise des subprimes de 2008, l'État vient au chevet du capitalisme financier qui est exsangue et assure son rôle de stabilisateur en dernier ressort, de prêteur en dernier ressort du système financier privé. De la même façon, le Covid instaure cette relation, remet au goût du jour le fait que le système n'est pas viable sans intervention publique massive. Mais dans le cas du Covid, ce qui est intéressant, c'est que cette stabilisation des marchés capitaux, elle a été permise par l'intervention de la Banque centrale européenne qui est intervenue massivement sur ces marchés pour racheter la dette déjà émise. Il y a des marchés de l'occasion de la dette et la Banque centrale européenne est intervenue massivement pour racheter les titres déjà circulants afin de baisser le cours de ces obligations. Et donc, ce quantitative easing, cet assouplissement quantitatif du crédit, il a permis de garantir des taux d'intérêt contenus dans une fourchette administrée par une institution publique, la Banque centrale européenne. Et pourquoi je dis que ça a été construit comme une parenthèse, c'est que d'ailleurs les personnels de la Banque de France que j'interrogeais, ils expliquaient que ça ne pourra pas durer éternellement. On ne pourra pas sans cesse administrer les taux d'intérêt comme on a pu le connaître par le passé, notamment après la Seconde Guerre mondiale. On ne pourra pas tout le temps avoir une administration monétaire et financière qui encadre et qui régule les taux d'intérêt sur la dette. On reviendra très progressivement à la logique du marché. Et ça s'est passé d'ailleurs avec le retour de l'inflation où on a eu l'impératif de la Banque centrale européenne qui est avant tout de garantir la stabilité monétaire qui est redevenu massivement sur l'agenda et qui s'est fait un peu au détriment de ce soutien public des marchés de taux et notamment sur la dette souveraine où on voit aujourd'hui que cet outil, cette intervention de la Banque centrale, il est conditionné très fortement au respect par les États d'un certain nombre de fondamentaux budgétaires et économiques qui sont très largement alignés avec ce qu'attend le capital privé. Et donc, quelle est la conclusion de tout ça? C'est que aujourd'hui, on a un instrument potentiel à disposition qui est de nature à anesthésier la contrainte de marché, qui a été déployé pendant le Covid, mais qui a très rapidement été construit comme une parenthèse qu'il fallait refermer, quelque chose d'exceptionnel et que dans les temps ordinaires, il convient au contraire de se confronter à la contrainte de marché qui est source de discipline et qui est source d'un ajustement vertueux pour l'État. Donc il y a quelque chose de très subversif potentiellement dans le Covid qui a été très rapidement refermé et on est revenu à cette normale de marché qui va de pair entre un ordre des investisseurs qui impose ces injonctions politiques au corps social. Et donc, est-ce que cette séquence historique du Covid, elle montre qu'il y a d'autres politiques que celle du marché pour répondre aux besoins d'un État comme la France? Dans le cas du financement de l'État, c'est très clair. D'ailleurs, pendant le Covid, on a eu une effervescence très forte du débat autour de la dette, autour de l'importance d'avoir une planification écologique. Pourquoi? Parce que même Emmanuel Macron disait « nous sommes en guerre ». Et donc, on se mettait dans une configuration de guerre et en cas de guerre, on active des outils qui sont traditionnellement mis en suspens, qui ne sont pas activés et qui se traduisent notamment par une très forte intervention de l'État dans l'économie. Et effectivement, on a eu des périodes dans l'histoire où les marchés de la dette étaient beaucoup moins importants dans le financement de l'État. Il faut revenir à la séquence de l'après-Seconde Guerre mondiale, à une séquence où on a une planification de l'économie, où il faut reconstruire la France qui a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, où le capital s'est disqualifié dans la cohabitation, où on a de nouvelles formes d'élites qui dirigent la puissance publique à l'époque, et on va avoir une très forte administration de la monnaie et des questions de financement de l'État. On s'installe le circuit du Trésor qui met en place un État banquier dans l'économie. Ça, c'est quelque chose, dans l'imaginaire politique actuel, ça se traduirait par l'idée d'un pôle public bancaire. Mais à la limite, ce serait encore une version faible de cela. Pourquoi? Parce que l'État, à travers ses guichets postaux,
il assurait un rôle de collecte des dépôts dans l'économie. On pouvait avoir, en tant que particulier, notre argent, nos salaires, qui étaient directement versés au trésor public et des moyens de paiement qui étaient mis à disposition par la puissance publique. Et l'État, il utilisait l'ensemble de ces dépôts qui évoluaient en fonction de la masse monétaire disponible dans l'économie, il l'utilisait pour financer très concrètement de la dépense publique. Il pouvait payer des fonctionnaires en utilisant ces dépôts dans ce circuit de collecte de l'épargne, ce circuit du trésor. Aujourd'hui, c'est des outils dont la pertinence me semble devoir être débattue très fortement et qui pourraient être réactivés au nom du financement de la transition écologique, dont on voit qu'en réalité le marché n'est pas capable de répondre à ces besoins massifs d'investissement et d'avoir une administration qu'il faudrait évidemment rendre plus démocratique, mais d'avoir un canal politique pour orienter l'épargne dans l'économie, pour orienter la monnaie dans l'économie. Donc je pense que ces outils qui ont été expérimentés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui concrètement permettaient de financer l'État en dehors des marchés, avec des taux administrés, un encadrement très fort de la finance, ça doit être des outils qui doivent être considérés de façon importante dans le débat public afin de pouvoir répondre à ces besoins urgents de la société et de l'environnement. Et donc, selon vous, ces outils ont été mis de côté par l'État, qui a une approche qui est davantage financière, une approche de marché. Est-ce que ça veut dire que l'État se comporte comme tous les autres acteurs financiers et quel impact ça a sur la conception même de servir l'intérêt général? C'est effectivement le changement qu'on a à partir des années 70, où on a l'idée que ce qui est le mal absolu, c'est pas le fait que l'économie soit sous-développée, ce qui est, comme c'était le cas après la Seconde Guerre mondiale, ce qui va être le mal absolu, ça va être le fait qu'on a de l'inflation. En somme, qu'on a de l'épargne, du pouvoir d'achat d'épargne qui est euthanasié, pour parler comme Keynes, c'est-à-dire qui est érodé par l'inflation, qui n'a pas la même capacité d'achat. Et toutes les politiques économiques, pas seulement en France, vont se réorienter vers l'idée que l'inflation n'est plus acceptable et qu'il faut, pour enrayer l'inflation, il faut progressivement aller taper dans cet état monétaire et mettre des verrous en place pour empêcher l'État d'émettre trop de monnaie et empêcher aussi l'État d'agir dans les sphères monétaires. Et ça va être l'indépendance des banques centrales. Dans le cas de la Banque centrale européenne, ça va être, enfin, et de la Banque de France d'abord, puis de la Banque centrale européenne, ça va être l'interdiction par la Banque centrale de prêter directement au Trésor, et puis au fait de considérer comme tabou absolu ces mécanismes administrés de financement de l'État. Et donc oui, ça va de pair avec l'émergence aussi de ces politiques de l'offre qui vont devenir la seule option concevable des élites de l'État en France ou dans le monde à partir des années 80. Ok, c'est très clair. Est-ce que pour finir, vous avez un mot de la fin ? Oui, le mot de la fin, je dirais que voir comment les finances publiques sont un enjeu de concurrence entre classes sociales pour tirer des ressources du budget d'État, ça permet de déniaiser absolument le débat sur la dette et c'est vraiment un bon moyen de s'y intéresser et de décrypter le capitalisme contemporain et de décrypter notamment ces contradictions très fortes entre d'un côté le fait qu'on ait une classe dominante qui dise haro sur la dette publique mais qui de l'autre côté ait absolument besoin de ce service de l'État qui est de mettre à sa disposition un support d'accumulation et de richesse. Ces contradictions du capitalisme, il est absolument nécessaire de les décrypter pour prendre conscience des modalités d'action pour redonner le pouvoir à la démocratie et que la démocratie intervienne sur les sujets essentiels qui sont ceux de la finance et de la monnaie et pas seulement des questions budgétaires et de baisse de la dépense publique. Merci beaucoup Benjamin Lemoine pour votre présence et votre rapport sur Actueco.